Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue chez Syriac Info. Voici un petit zapping du début peut-être de la Troisième Guerre mondiale. Selon les médias, environ 180 missiles ont été tirés depuis l'Iran vers Israël, amenant des millions de civils à se réfugier dans des abris. 2 personnes ont été légèrement blessées, selon un bilan communiqué par les secours israéliens. Benjamin Netanyahou a estimé que l'Iran a commis une grave erreur ce soir et en paiera le prix. Celui qui nous attaque, nous l'attaquons, a mis en garde le dirigeant israélien. De son côté, Joe Biden a qualifié l'attaque iranienne d'inefficace. Des discussions sont en cours avec Israël pour préparer une réponse, a précisé le chef d'État américain. Bon visionnage. Une scène très effrayante. Un très grand nombre de missiles iraniens tombent désormais sur Tel Aviv, et des bâtiments sont directement touchés à Tel Aviv. Et dans d'autres régions, des bruits d'explosions se font entendre et il y a des victimes. L'attaque a été massive et des milliers de personnes ont pénétré dans les abris. Les missiles utilisés sont à grande vitesse. Tel Aviv déclare, l'Iran a tiré plus de 100 missiles balistiques sur Israël, et les sirènes retentissent dans tout le pays. Et l'armée israélienne appelle les habitants à se rendre dans des abris. Et le trafic aérien est suspendu à l'aéroport Ben Gourion. Israël a annoncé mardi soir que l'Iran avait tiré sur lui plus de 100 missiles balistiques. La radio militaire israélienne a déclaré, l'Iran a tiré au moins 102 missiles, et les sirènes continuent de retentir dans tout le pays. L'armée a appelé les habitants des régions du sud et du centre à entrer immédiatement dans les abris. L'armée a appelé les habitants des régions du sud et du centre à entrer immédiatement dans les abris. Le correspondant d'Anadolu a rapporté avoir entendu de très fortes explosions dans le ciel de la ville occupée de Jérusalem à la suite de missiles intercepteurs. L'armée israélienne a annoncé que l'Iran avait lancé des missiles qui ont atteint Jérusalem. Alors que des sirènes retentissaient dans la ville et c'est environ, peu après un avertissement américain à Israël, selon lequel l'Iran se préparait à lancer une attaque de missiles. Des sirènes ont retenti à Jérusalem et à Tel Aviv, tandis que le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que des sirènes retentissaient dans tout Israël. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré il y a peu que Washington l'avait informé mardi qu'il surveillait les préparatifs de l'Iran en vue de lancer prochainement des missiles vers Israël, avertissant que toute attaque iranienne aurait des conséquences désastreuses. Le New York Times, citant des responsables israéliens, a rapporté que l'attaque iranienne comprendrait des drones et des missiles balistiques lancés vers Israël. Le Wall Street Journal a également cité un responsable du Pentagone disant, au cours de la dernière journée, nous avons observé une préparation croissante et un transfert de lanceurs de missiles par l'Iran. Quant à NBC, elle cite des responsables de la Maison-Blanche et du Pentagone qui s'attendent à ce que l'Iran attaque des sites militaires et gouvernementaux en Israël, et non des sites civils. Les responsables israéliens ont confirmé que l'éventuelle attaque serait suivie de missiles balistiques sur 3 bases aériennes militaires et un quartier général des renseignements au nord de Tel Aviv, dans les 12 heures. Hagari a ajouté, nous traiterons toute menace aérienne iranienne comme nous l'avons fait auparavant, et nous sommes hautement préparés. Nous avons fait face à des menaces iraniennes dans le passé, et nous y ferons également face à ce stade. Mais il a souligné qu'Israël n'a détecté aucune menace aérienne lancée contre Israël depuis l'Iran.
Le trafic aérien a été suspendu mardi à l'aéroport Ben Gourion après que l'Iran a mené une attaque de missiles qui a secoué Israël, selon un porte-parole de l'aéroport. Un porte-parole du principal aéroport international d'Israël a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucun décollage ni atterrissage. נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, 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 זהו, למקלט. Okay guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. They're coming down. One just about. We gotta go inside. Allah! طبطوا
Il est 20h17 en Israël, des missiles qui ont été tirés du territoire iranien. Je vais retrouver à Jérusalem, si j'ai bien compris, ma collègue Manon Globensky. Manon, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Comment ça se passe? Ben, je vous dirais que depuis quelques minutes, le calme semble être revenu, Sébastien, mais bon, hein, on ne sait jamais. On est tous équipés là, sur nos téléphones avec des applications qui donnent des alertes au fur et à mesure. Donc, s'il y a autre chose, vous comprendrez que je vous le dirai, mais on est remonté des abris au moment où je vous parle et on a vécu une période assez intense, donc d'alertes qui se sont succédées. À Jérusalem, ce qu'on a pu voir, ce sont surtout des centaines d'étincelles, de petites étoiles dans le ciel et les gros boum-boum du système de défense israélien là, qui interceptent des roquettes ou des missiles. Donc, comprenez qu'il y a des projectiles qui seraient venus très près de Jérusalem. Ce qu'on entend dire, et ce sont vraiment là, des premières rumeurs, c'est que ce serait 250 missiles balistiques qui auraient été envoyés en direction de tout Israël, parce que donc il n'y avait pas que Jérusalem sous alerte, le pays en entier était sous alerte, l'espace aérien israélien a été fermé. On entend dire aussi qu'un hôtel à Herzliya, ça c'est juste au nord de Tel Aviv, aurait été touché. Ce sont toutes des choses qui doivent être confirmées, mais j'ai pu lire il y a quelques minutes, en attendant de vous parler, Sébastien, un communiqué, une déclaration iranienne qui revendique effectivement là, cette volée de missiles balistiques pour venger autant la mort d'Ismaël Haniyeh, à laquelle ils avaient déjà riposté en avril avec le même type d'attaque, mais aussi donc celle plus récente d'Assad Nasrallah. Et expliquez-nous donc pourquoi l'Iran réagit à l'assassinat de Nasrallah, qui était le chef du Hezbollah. Quel est le lien donc, pour nous qui sommes un peu plus profanes, là, entre le Hezbollah et l'Iran et qui provoque donc cette réplique de l'Iran ce soir? Oui, le Hezbollah libanais est un mouvement chiite très proche de l'Iran, en fait financé par l'Iran, équipé par l'Iran, un mouvement de résistance, dira-t-on, du côté de ce parti de Dieu, là, un mouvement de résistance à Israël, mais toujours très, très associé à l'Iran. Ils sont même des militants du Hezbollah libanais sont même allés combattre en Syrie. Tout ça fait partie de cette grande communauté de cet axe de résistance, c'est comme ça qu'on l'appelle, cet axe de résistance qui veut la fin, l'élimination d'Israël finalement. Expliquez-nous au point de vue humain, là, comment ça se passe quand il y a une alerte qui est sonnée sur une possible attaque du territoire israélien. On a beaucoup parlé de ce dôme antiaérien, mais pour les gens, là, enfin, comme vous étiez dans un immeuble, vous dites on a été averti. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous êtes averti d'une attaque imminente? C'est incroyable parce qu'il y a une vraie discipline. Hein, les gens le savent. Il faut descendre aux abris. La plupart des immeubles ont des sous-sols, sinon des caves. C'est d'ailleurs une des premières choses qu'on nous demande de faire maintenant quand on arrive en Israël, d'identifier donc dans l'endroit où on est, à l'hôtel, dans mon cas, où se trouve l'abri, où on doit descendre. Et les gens le font, quoique, bon... Comment vous expliquer que c'est tellement rare que Jérusalem fasse l'objet d'alertes comme celle-là? Je pense que la dernière fois, c'était en avril. Ici, on accueille toujours ces alertes avec un peu de curiosité. Les gens restent dehors,
sachant pas trop loin des abris, mais ne sachant pas trop s'il faut vraiment descendre ou si ça va vraiment frapper. Je vous rappelle qu'il y a quand même dans cette ville, dans la vieille ville de Jérusalem, un des très hauts lieux saints de l'islam. Alors, certaines personnes pensent que ça protège peut-être la ville. Puis juste une précision sur les abris. Là. On parle d'abris, mais en fait, c'est le sous-sol de l'hôtel dans lequel vous êtes. Est-ce qu'il y a une protection particulière ou c'est simplement le sous-sol de l'hôtel? Non, il n'y a pas de protection particulière. Dans tous les immeubles neufs, on fait effectivement des cages d'escalier renforcées, sinon des sous-sols renforcés, mais tout sert, tout est construit maintenant en Israël en fonction de cette menace. À Jérusalem, c'est que les vieilles maisons, surtout de ce quartier est de Jérusalem, ont tous des sous-sols que vous comprendrez avec des murs de pierre tellement épais là, que la protection est là sans qu'on soit obligé de renforcer de quelque façon que ce soit. Et une dernière question. Donc, je comprends que vous êtes remonté de l'abri. Ça veut dire que la menace n'est plus aussi importante qu'elle l'était plus tôt dans la soirée. Là, le téléphone est extrêmement silencieux. Les activités, on est juste devant un dépôt d'autobus. Les activités du dépôt d'autobus ont repris, mais tout le monde reste sur un pied d'alerte. Comme je vous le disais, il y a plus de vols qui atterrissent ou qui partent de Tel Aviv. Et là, maintenant, on attend donc d'avoir des bilans de la part des autorités si effectivement ce sont 250 missiles. Combien ont été interceptés, combien ont réussi à atteindre le sol israélien. Là, ça sera ça les prochaines nouvelles. Très bien. Manon, soyez prudente. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Manon Globensky, ma collègue, donc en direct de Jérusalem. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir. Et je me tourne du côté de Thomas Junot, maintenant professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, pour parler de cette attaque. Donc, je vous rappelle qu'au cours de la soirée, parce qu'il est 20h24 actuellement en Israël, des missiles iraniens ont été tirés en direction du territoire israélien. On ne sait pas si des missiles ont touché le sol, si des personnes ont été blessées, mais on a vu dans le ciel de Tel Aviv, et vous avez vu les images tout à l'heure, des faisceaux lumineux de missiles de protection israélien qui allait essayer d'intercepter probablement ces missiles iraniens. Monsieur Junot, bonjour. Bonjour. Bon, on parle de 250 missiles iraniens, ça reste à être confirmé, donc c'est pas de source officielle au moment où on se parle. Est-ce que c'était une attaque, est-ce que c'est une grosse attaque et une attaque qui était prévisible de la part de l'Iran? D'abord, pour répondre à la première moitié de votre question sur la grosseur de l'attaque, je serais un peu prudent parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de détails qui ne sont pas clairs encore. Ce qui semble être le cas, c'est que c'est une attaque quand même plus grosse que celle qu'on avait vue au mois d'avril, si vous vous rappelez. À ce moment-là, l'Iran avait envoyé 300 missiles et drones. Donc, le chiffre semble être un peu plus élevé en avril, mais en avril, sur les 300 projectiles qui avaient été envoyés, il y avait une forte proportion de drones qui sont très faciles à intercepter parce qu'ils vont assez lentement. Et parmi les missiles, il y avait une forte proportion de missiles de croisière qui vont plus lentement que des missiles balistiques et donc sont plus faciles à intercepter. Ce qui semble être le cas aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de missiles, sinon la totalité, qui sont des missiles balistiques qui vont plus vite, plus difficiles à intercepter. Donc, j'attends avant de me prononcer parce qu'on ne le sait pas encore, mais les possibilités de dommages sur Terre en Israël sont plus élevées qu'ils l'étaient en avril, quand il y a eu, à toute fin pratique, aucun dégât. Là. Et est-ce que c'était une attaque prévisible à partir du moment où, bon, là, on a beaucoup parlé de l'opération terrestre qui a commencé au cours des dernières heures dans le sud du Liban par l'armée israélienne, mais il y a eu aussi l'assassinat du chef du Hezbollah, M. Nasrallah. Tout ça, donc, il y a un lien entre l'attaque iranienne et les événements des derniers jours? Absolument. C'est absolument indiscutable qu'il y a un lien direct. Il y a l'invasion du Liban depuis hier, l'assassinat de Nasrallah, le chef du Hezbollah, vendredi dernier, mais il y a aussi, tant qu'à ça, l'assassinat du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, un peu plus tôt cet été, qui avait aussi garanti qu'il y aurait une représaille iranienne éventuellement. Là où c'était un peu plus complexe sur la question de la représaille iranienne, c'est que l'Iran faisait face à un dilemme parce que d'un côté, l'Iran percevait qu'il devait répondre, sinon on envoie un message de faiblesse à ses ennemis, mais aussi à ses amis. Mais l'Iran est sérieusement contraint ici parce que
Là, l'Iran s'expose dans les minutes, les heures ou les jours qui suivent à des représailles israéliennes et peut-être américaines très fortes. Et ça, l'Iran veut éviter ça. Alors, on va voir c'est quoi les dommages sur le sol en Israël, mais il y a un gros pari pour l'Iran ici, là. Et donc, en avril, l'attaque iranienne n'avait, corrigez-moi si je me trompe, mais n'avait pas provoqué une énorme réplique, n'est-ce pas, de la part d'Israël. Ici, il faudra voir si c'est différent. Mais donc, quels sont les... Manon nous l'a expliqué un peu, mais pourquoi l'Iran réplique ainsi quand le Hezbollah est attaqué? Quel est le lien fondamental entre le Hezbollah et l'Iran? Bien, le Hezbollah est à plusieurs égards une création iranienne. Le Hezbollah, c'est un petit mouvement au Liban dans les années 80, dans le contexte de la guerre civile, absolument brutale là, dans les années 70 et 80 au Liban. Et l'Iran a pris un petit groupe, l'a construit, l'a armé, l'a soutenu financièrement, politiquement. Et aujourd'hui, le Hezbollah, c'est, comme on dit souvent, c'est le joyau de la couronne dans le réseau de groupes armés, violents, terroristes que l'Iran soutient un peu partout au Moyen-Orient. Le Hamas à Gaza, les Houthis au Yémen, des milices en Irak et en Syrie. Le Hezbollah, dans ce réseau-là, c'est l'acteur le plus puissant. Et là, depuis 3 semaines, on voit Israël infliger défaite par-dessus défaite au Hezbollah. Et donc, ça coûte très cher à l'Iran. Donc, l'Iran percevait qu'il devait répondre. Et jusqu'ici, l'absence de réponse de l'Iran était perçue par Israël comme un message de faiblesse. Et ça... L'Iran, comme n'importe quel autre État en guerre, n'aime pas envoyer un message de faiblesse, mais aussi au Hezbollah et au Hamas, ça causait beaucoup de frustration. Alors, éventuellement, il devait bien y avoir une réponse, là. Et vous avez très bien exposé le dilemme iranien dans sa réponse dont on constate les effets ce soir, là, avec l'envoi de missiles balistiques depuis l'Iran vers Israël. Y a-t-il un dilemme israélien dans la réplique à venir, si réplique il y a, dans la mesure où ce qu'on craint, c'est l'embrasement de la région? Au point de vue politique, là, si l'Iran est attaqué de front par Israël, quel est le risque? Les risques sont évidemment très élevés de tous les côtés. Là où le dilemme israélien n'est pas le même que le dilemme iranien, c'est que ces deux pays-là ne sont pas identiques. Israël est plus puissante que l'Iran et Israël a l'énorme avantage d'avoir le soutien des États-Unis, donc la grande puissance militaire, ce que l'Iran, évidemment, n'a pas. Alors, pour Israël, oui, il y a un dilemme. Oui, on veut éviter l'embrasement jusqu'à un certain point, mais Israël bénéficie d'un énorme avantage là, dans le calcul que chaque côté va faire par rapport aux prochaines étapes. En avril, quand l'Iran avait attaqué avec 300 missiles et drones, qu'Israël avait à 99,5% interceptés, la réponse israélienne avait été très efficace. Elle a été très discrète. Israël a pénétré l'espace aérien iranien très discrètement et a détruit un site de défense antimissile, et ça a été tout. Donc, au niveau matériel, les dommages ont été très limités, mais le message à l'Iran était extrêmement percutant. On peut rentrer chez vous puis faire ça. Est-ce que l'Iran a des alliés? C'est-à-dire, est-ce que dans le monde arabe, si l'Iran est attaqué plus fortement par Israël, des pays arabes vont se liguer derrière l'Iran? Des pays arabes, non, mais des groupes non étatiques vont aider l'Iran. Donc, on appelle ça souvent l'axe de la résistance, entre guillemets, qui est ce réseau-là de groupes terroristes, de milices, de groupes armés violents, un peu partout dans la région qui sont armés et soutenus par l'Iran. Les Houthis au Yémen, le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban et aussi des groupes en Irak et en Syrie. Il y a le gouvernement syrien, si on veut compter un État dans cette liste-là, mais le gouvernement syrien est tellement détruit là, après des années de guerre civile que c'est pas le joueur le plus important. Parmi toutes ces milices-là, ces groupes armés-là, ces groupes terroristes-là, c'est sûr que plus la violence va continuer, plus il y en a qui vont intervenir. On pourrait voir, par exemple, des groupes en Irak et en Syrie, comme ils l'ont déjà fait, cibler non seulement Israël avec des missiles et des drones, mais peut-être aussi cibler des intérêts américains. Mais donc, c'est des groupes qui ont une force de frappe militaire avec des missiles ou ce sont des groupes qui pourraient commettre des attentats terroristes? Les deux. Des attentats terroristes, absolument. Mais les groupes soutenus par l'Iran dans la région, à différents degrés, ont des drones, par exemple. Les Houthis au Yémen ont des missiles et des drones qui peuvent se rendre jusqu'en Israël. Les groupes que l'Iran soutient en Irak et en Syrie sont moins puissants là, en tout que le Hezbollah ou les Houthis, mais ont certainement des capacités
limité mais réel de missiles et de drones avec des combattants par milliers dans certains cas qui peuvent essayer de se joindre aux hostilités aussi, là. Nous passons, M. Junot, en boucle des images tournées plutôt à Tel Aviv où on voit des faisceaux lumineux dans le ciel de Tel Aviv. Donc, cette espèce de dôme de protection aérienne au-dessus d'Israël. Expliquez-nous en quoi ça consiste exactement parce que ça semble extrêmement efficace, en tout cas selon certains, contre certains types d'attaques. C'est quoi cette protection aérienne? Alors, je ne vais pas me prononcer sur l'efficacité pour l'attaque d'aujourd'hui, qui est en cours au moment où on se parle, parce qu'on ne le sait tout simplement pas encore. Ce qu'on sait quand même très bien, c'est qu'Israël a un système complexe avec plusieurs couches de défense antimissile qui sont extrêmement efficaces. Par efficace, je veux dire, premièrement, au niveau technologique, c'est extrêmement avancé, beaucoup plus avancé que ce que l'Iran a de son côté, mais aussi le personnel militaire israélien, le système israélien a énormément d'expérience pour l'utiliser. Donc, c'est une chose d'avoir la technologie, mais on sait aussi l'utiliser. Il y a deux niveaux dans ce système-là dont on peut parler. Pour faire face aux missiles et roquettes à court terme, à courte portée, pardon, donc ceux envoyés par le Hezbollah ou le Hamas près des frontières d'Israël. Il y a le système en anglais qu'on appelle Iron Dome ou dôme de fer. Ça marche à courte portée. Pour les missiles à plus longue portée, donc ceux qui viennent de l'Iran à plus que 1000 km, il y a un autre système qui en anglais s'appelle Arrow, flèche, qui lui est aussi très efficace, mais avec des missiles balistiques comme ceux que l'Iran serait, selon ce que je vois dans les médias, là, en train d'envoyer au moment où on se parle, contrairement à des missiles de croisière, des missiles balistiques, ça va plus vite. Donc, c'est plus difficile à intercepter. Alors, avant de conclure à l'efficacité du système aujourd'hui, on va attendre quelques heures encore. Israël, on a l'impression d'ici qu'Israël ouvre plusieurs fronts. C'est-à-dire il y a eu le front Gaza contre le Hamas, le front libanais avec le Hezbollah, le front Yémen, parce qu'il y a eu des frappes au Yémen contre les rebelles Houthis. Donc ça, c'est quand même plus loin. Il faut que les avions ou les missiles se déplacent sur une bonne distance. Puis là, il y a le front iranien. Est-ce que les Israéliens ont les moyens, avec leur armée, avec leurs soldats, leurs forces de frappe, d'avoir tous ces fronts actifs au même moment? C'est certain que pour Israël, c'est très difficile. Et à plusieurs égards, le scénario cauchemar pour Israël, c'est de se faire attaquer de tous les côtés. Pour répondre à votre question, il y a moyen de faire la distinction entre les moyens militaires, mais aussi les moyens politiques et économiques. Selon ce que je lis dans les médias sérieux, évidemment, Israël a les moyens militaires, il y a assez de munitions, il y a assez de pièces dans les systèmes de défense antimissiles dont on vient de parler pour continuer au moins à court terme et probablement à moyen terme. C'est ici que le soutien américain, évidemment, est absolument vital pour Israël. Là où la question devient un peu plus compliquée, c'est surtout si on parle du coût économique de la guerre. Israël est en guerre contre le Hamas depuis presque 12 mois, ça va faire 1 an dans quelques jours. C'est une guerre qui coûte très cher à l'économie israélienne. Il y a des dizaines de milliers de réservistes qui ont été rappelés et donc qui n'occupent pas leurs emplois réguliers dans l'économie de tous les jours. Et là, si ça continue au Liban, si ça continue, comme vous l'avez dit, sur 4 fronts, le coût économique en Israël va continuer et va s'accumuler. Juste avant de vous quitter, M. Junot, on me rapporte une déclaration de Joe Biden, le président des États-Unis, donc je vais le paraphraser, là, c'est pas du mot à mot, mais il laisse entendre que les États-Unis vont appuyer Israël pour se défendre contre l'Iran. Je présume que c'est pas nécessairement une surprise, mais c'est quand même, je présume aussi, extrêmement important dans les circonstances pour Israël d'avoir le support des États-Unis. Oui, puis la dimension publique de ce support-là est évidemment, du point de vue d'Israël, très importante. Mais il faut être clair qu'il y avait absolument zéro doute que dans un contexte d'attaque aux missiles ou aux drones, comme on l'a vu au mois d'avril dernier, que les États-Unis allaient aider Israël. En avril, on a vu des navires de guerre américains et des avions de guerre israéliens participer activement aux défenses aériennes d'Israël contre cette attaque-là. Et au moment où on se parle, alors que l'attaque continue, j'ai aucun doute que cette aide-là est absolument cruciale pour Israël. C'est très possible, en passant, que d'autres pays, la France ou la Grande-Bretagne, et aussi la Jordanie, qui est coincée entre Israël et l'Iran, aident aussi. Ça, on verra dans les prochains jours. Là où la question devient beaucoup plus complexe, c'est que si les choses escaladent entre Israël et l'Iran, s'il y a une réponse israélienne, puis après ça, une réponse iranienne à la réponse israélienne, quand est-ce que les États-Unis se mettent à jouer un rôle offensif, c'est-à-dire éventuellement participer aux frappes contre l'Iran avec Israël? Ça va être un changement majeur si ça arrive.
Ça, c'est une étape additionnelle. Monsieur Junot, merci beaucoup. C'est très clair, pédagogique, limpide. Merci de nous avoir parlé cet après-midi. Merci à vous.